Mesdames, Messieurs, chers adhérents, bonsoir. Bienvenue à l'EC35 qui vous accueille avec des partenaires qui vont se présenter. Donc, nous sommes heureux d'intervenir ce soir sur une thématique d'actualité. Alors, je vais faire bref. Le service de prévention et de santé au travail AST35, aujourd'hui, avec ses 170 collaborateurs, vous accompagne sur le terrain de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Les évolutions technologiques, les mouvements divers font qu'effectivement, nous sommes confrontés, vous êtes de plus en plus confrontés à des évolutions importantes. Aussi, nous mettons, outre notre suivi individuel que vous connaissez bien de santé au travail, nous mettons en place de plus en plus des actions collectives d'information et je vous invite à consulter notre site internet où vous pourrez voir les ateliers de prévention qui se déroulent tout au long de l'année sur différentes thématiques, différents sujets, la prévention des troubles musculo-squelettiques, l'évaluation des risques, l'aménagement des espaces de travail, les risques chimiques. Alors ce soir, la conférence est sur un sujet qui aujourd'hui, je dirais, touche de plus en plus d'employeurs et d'entreprises et de salariés, le télétravail. Une évolution forte. Je ferai peu de commentaires, si ce n'est livrer ma perception personnelle. J'ai souvenir, il y a une vingtaine d'années, j'ai un souvenir des 35 heures. Et les 35 heures ont changé beaucoup de choses. Elles ont changé l'approche du travail, elles ont changé la perception du travail, elles ont changé le décompte du travail. Et on voit 20 ans après que tout cela a bouleversé la perception du monde du travail. Nous étions sur les notions de travail et de temps. Là, nous sommes sur autre chose, mais j'ai envie de faire la comparaison. Nous sommes sur l'espace, travail et espace. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, il était évident que l'espace et le travail étaient liés. On ne pouvait travailler que dans un lieu professionnel qui était aménagé pour cela. Et puis on s'est aperçu depuis quelques années, et la crise sanitaire a accéléré le phénomène, que espace et travail pouvaient être différenciés. J'ai la conviction que ce que nous vivons est une nouvelle révolution et qu'effectivement, il n'y aura d'une part pas de retour en arrière et que nous sommes au début de ces évolutions. Donc, il nous est paru intéressant d'y consacrer la soirée et je tiens à remercier tous les intervenants qui vont intervenir ce soir et notamment des responsables d'entreprises adhérentes à l'EC35 qui ont accepté d'apporter leur expérience et leur témoignage. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et donc, je passe la parole à notre ami. Yann Maël Larère, bonsoir. C'est bon, je suis équipé. Donc, très bien, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci pour ce mot d'introduction et merci pour l'organisation de cette conférence sur le télétravail. Qui aurait imaginé il y a 3 ans qu'on tienne cette conférence aujourd'hui, qu'on soit aussi nombreux en présentiel et en distanciel. Le télétravail a été, finalement, a fait un saut quantique en quelques années. Moi, j'ai fait une thèse sur les relations numériques de travail en 2017, c'était il y a un lustre. Personne ne s'intéressait à la problématique du travail à distance. Le travail numérique, c'était uniquement par le biais des mails et le numérique dans le travail, c'était uniquement cela. Aujourd'hui, on le voit, beaucoup de choses ont changé et le point de disruption qui a bousculé tout le monde, qui a bousculé les organisations de travail, c'est bien sûr la crise du Covid qui nous a impactés et qui a permis finalement l'éclosion aussi de cette réflexion dans les entreprises sur est-ce qu'il faut se rendre systématiquement au travail pour travailler, est-ce qu'il faut franchir les portes de l'entreprise
pour être au travail. On a tous aujourd'hui un peu de recul. C'est important de faire un bilan parce qu'en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On est passé de 3% de personnes qui télétravaillaient avant la crise du Covid. Et du jour au lendemain, il y a 40% de la population française qui s'est retrouvée en position de télétravail. Alors ça a posé beaucoup de questions aux organisations. On va y revenir avec les différents invités, avec les témoignages, avec aussi le recul des médecins, des ergonomes, toutes les questions qui ont été posées. Je pourrais parler de la question du temps de travail, de l'aménagement des postes de travail. On peut aussi se poser la question de la fiscalité. Moi, en tant qu'avocat, c'est une question qui revient souvent. Comment est-ce qu'on indemnise ou pas certains aménagements du poste de travail? Jusqu'à présent, le travail, c'était uniquement dans l'entreprise. Et donc, on est arrivé à 40% de télétravailleurs dans les entreprises, au plus fort de la crise. Et il faut bien l'avouer, le télétravail du Covid, ce n'est pas le télétravail normal. Le télétravail, tel qu'il est défini dans la loi, il n'est pas imposé, il se fait sur la base du volontariat et les entreprises répondent ou pas aux besoins des salariés si les postes sont télétravaillables. On s'est aussi rendu compte que le télétravail, il pouvait s'appliquer à beaucoup plus de postes. Moi, je viens de la région parisienne. Le télétravail, c'était réservé à quelques happy few de la Défense. Aujourd'hui, on est à l'AST 35 en Ille-et-Vilaine. Et le télétravail, ça concerne tout type d'entreprise, tout type de poste. Alors évidemment, il y a des postes qui ne sont toujours pas éligibles. On va en parler tout à l'heure. Ça peut poser des questions, des frictions. Mais le télétravail nécessite cette prise de recul sur laquelle on va revenir avec les invités. Un petit mot sur le contexte de l'étude qui va être présentée. L'AST 35 travaille justement à l'émergence des nouvelles problématiques de travail qui ne sont pas que liées au télétravail. J'insiste dessus, il y a beaucoup de nouveaux enjeux. Et l'enquête qui va vous être présentée dans quelques instants, elle résulte d'un travail pluridisciplinaire entre des médecins, des ergonomes, des collaborateurs, et elle permet de dresser une cartographie des pratiques des collaborateurs et de leurs attentes. Donc je laisse la parole maintenant à Sandrine Robin et à Quentin Martel, qui sont tous les deux ergonomes à l'AST 35. Bonsoir à tous et merci d'être présents parmi nous ce soir pour cette conférence dédiée au télétravail. Nous vous proposons de restituer effectivement les résultats de l'enquête dédiée à la pratique du télétravail et proposée aux adhérents de l'AST 35 au mois de juillet 2021. Avant de vous présenter les premiers résultats, il convient de faire un rapide retour sur la méthodologie employée. Donc, il s'agissait d'une enquête destinée aux personnes clés ayant un rôle assez décisionnaire dans la mise en place du télétravail dans leur structure, tels que les dirigeants d'entreprise, les responsables de ressources humaines. Ce ne sont pas des résultats donc, issus de la pratique du télétravail par les salariés. Ça, c'était important de le repréciser ce soir. Nous avons ensuite voulu distinguer deux catégories d'entreprises. Premièrement, les entreprises adhérentes qui pratiquaient déjà le télétravail avant la crise sanitaire. Et deuxièmement, les entreprises qui ont expérimenté le télétravail au moment de la crise sanitaire. Il s'agissait d'évaluer pour ces deux groupes la mise en place de cette nouvelle organisation du travail au regard de différents critères en lien avec la santé au travail et la performance d'entreprise. Pour le premier groupe, il était aussi intéressant de savoir quels avaient pu être les impacts de la Covid-19 sur leurs pratiques. L'objectif pour nous était bien sûr d'avoir une photographie un peu plus précise de la pratique du télétravail sur notre territoire, donc c'est le bassin rennais élargi, on va dire, afin de comprendre les enjeux, mais aussi d'accorder notre offre de services pour répondre à cette réalité de terrain. Voilà, ce point méthodologique étant fait, je vais vous présenter les premiers résultats.
Donc nous avons eu 150 entreprises adhérentes de l'AST 35 qui ont répondu à cette enquête. Donc au niveau de la répartition des effectifs, on va dire qu'on a eu une grande proportion de répondants qui font partie de la catégorie de 10 à 250 salariés. Au niveau des secteurs d'activité, nous avons un secteur d'activité qui se détache quand même un petit peu, qui est le secteur des autres activités de service, assez logiquement en lien avec notre bassin d'emploi plutôt tertiaire. Et ensuite vient la santé humaine et les actions sociales. Et dans une part assez égalitaire, on va dire, le secteur du commerce, des activités spécialisées scientifiques et techniques et l'industrie manufacturière. Alors, ensuite, sur les 150 répondants, nous avons dressé aussi une cartographie pour ceux qui télétravaillaient, qui correspond à une proportion de 81,3% qui télétravaillaient contre 18,7% qui ne télétravaillaient pas. Pour ceux qui télétravaillaient aussi, on a voulu segmenter ceux qui pratiquaient le télétravail avant la crise sanitaire. Donc, il y avait 40% des répondants qui pratiquaient le télétravail. Et puis, depuis la crise sanitaire, 60%, un tout petit peu moins de 60%. Donc, on voit bien quand même que c'est assez significatif, qu'il y a un effet accélérateur de la crise dans cette pratique du télétravail. Et si on regarde plus finement sur les effectifs, donc c'est en cohérence avec les adhérents qui nous ont répondu sur la catégorie 10-250 salariés, on voit que quand même, sur cette simple catégorie-là, le chiffre a quasiment doublé. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Les premiers résultats donc, montrent que cette nouvelle organisation du travail est une réalité sur notre territoire, une thématique forcément que votre SST va devoir prendre en compte dans le suivi médical des salariés, mais aussi dans les actions de prévention que nous allons pouvoir vous proposer. Voilà, maintenant, je vous propose de détailler un petit peu plus les réponses que nous ont apportées nos adhérents avec ceux qui télétravaillaient avant la crise Covid. Et je passe la parole à mon collègue Quentin Martel. Oui, merci Sandrine. Effectivement, je vais vous faire un focus sur nos répondants qui télétravaillaient déjà. À la question « Combien de temps en moyenne vous travaillez en télétravail de manière hebdomadaire ?» on s'aperçoit que quasiment les trois quarts de nos répondants disent qu'ils travaillent en moyenne une journée par semaine. Alors, ce qui est déjà un résultat intéressant parce que dans la littérature, on va beaucoup trouver des résultats qui sont assez similaires entre les 1 jour et 2 jours semaine. Nous, chez nos répondants, chez nos adhérents, on est plutôt sur le schéma une journée semaine. On a 20% aussi des personnes qui, eux, sont sur un schéma un petit peu autre, des modes d'organisation plus adaptés à certainement leur spécificité d'entreprise. Quelques exemples, des adhérents qui nous faisaient état d'une attribution de 2 jours de télétravail par mois que les salariés peuvent disposer sur une semaine, soit de manière dissociée. Ou encore des pratiques de télétravail qui répondent à des événements imprévus. Enfants malades, panne de véhicule ou encore grève des transports en commun. Par la suite, nous leur avons posé la question quels sont, à leur avis, les avantages et les inconvénients. Alors, pour relativiser ces résultats, on est là sur le ressenti des décideurs, de ceux qui organisent le télétravail en entreprise. Je le précise parce que souvent, dans la littérature, on va trouver le ressenti des salariés. Là, ce sont bien ceux qui mettent en pratique le télétravail. Ce qui ressort en premier lieu, c'est la meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le télétravail, et on en a parlé un petit peu, effectivement, va plus facilement permettre d'articuler ces deux facettes de la vie et beaucoup de répondants nous ont fait état des souplesses horaires ou de la mise en pratique d'horaires libres qui viennent faciliter en fait, le télétravail. Le deuxième point positif, le plus cité, c'était la responsabilisation et l'autonomie des salariés. Et là, on nous faisait état de salariés qui étaient plus actifs dans la gestion de leur organisation de travail, voire plus actifs également dans le devenir de l'entreprise, parfois même
dans la survie de l'entreprise, hein, liée à ce contexte de crise. En somme, des salariés qui étaient peut-être plus en lien avec le contexte socio-économique de l'entreprise. Dernier point, l'augmentation de la motivation des travailleurs. Alors vous vous doutez bien qu'on n'a pas pu quantifier cette augmentation de motivation. Là, on est vraiment sur le ressenti des encadrants qui nous ont dit avoir ressenti cette motivation en augmentation dans leurs équipes. Les inconvénients ou les points négatifs, maintenant, en tout premier lieu, pour quasiment la moitié des personnes, c'est l'incompatibilité avec certaines missions ou certaines activités. Et plus que cet item, c'est surtout les conséquences de cette incompatibilité, puisque ça peut créer des différences de traitement entre services et favoriser des rapports sociaux un peu compliqués. On s'est retrouvé avec des gérants et des responsables d'entreprise qui nous ont dit que la situation était vraiment difficile à gérer à ce moment-là. Et puis ensuite, pour un tiers de nos répondants, ça se partage entre deux items. La diminution des interactions sociales et l'hyperconnexion. Pour relativiser déjà ces points négatifs, les répondants qu'on a recontactés au téléphone et qui nous ont parlé de ces items étaient plus sur des points de vigilance que réellement des constats. Donc, ce qui, en somme, est positif dans cet inconvénient, si je puis dire, parce que ça veut dire qu'on a aussi des encadrants, enfin des gérants qui sont attentifs à ces phénomènes dans leurs entreprises. La diminution des interactions sociales et l'isolement, c'est assez documenté hein, sur ce risque lié au télétravail. On nous a beaucoup parlé des outils de communication qui pourraient permettre d'atténuer ce sentiment, mais pour citer quelques verbatims, les outils de communication c'est bien, mais ce n'est pas un réflexe. Et ça ne permet pas de remplacer les échanges spontanés qu'on peut avoir quand on est en présence dans l'entreprise. Pour ce qui est de l'hyperconnexion et l'élargissement des horaires, là on est dans la dérive de la souplesse horaire ou des horaires libres dont je parlais tout à l'heure, donc des salariés peut-être surinvestis. Et là on a bien senti qu'il y avait ce point de vigilance et cette attention des répondants qu'on a eu au téléphone. Et puis depuis 2 ans maintenant, nous sommes dans une période de crise sanitaire qui aura forcément fait bouger certaines choses, certaines lignes. Donc on est allé interroger nos répondants sur certains items, sur certaines choses que la crise aura fait bouger. En tout premier lieu, la fréquence de télétravail, sans surprise, hein, quasiment la totalité des répondants nous ont dit qu'elle avait bien augmenté. C'était aussi en réponse aux recommandations sanitaires, hein, bien évidemment. Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour 59% de nos répondants, il y a eu un élargissement du télétravail à d'autres services qui n'en bénéficiaient pas. Donc très certainement pour des raisons de continuité d'activité, mais c'était aussi important pour nous de savoir dans quelle proportion nos adhérents avaient fait cette recherche de faire télétravailler des gens qui, à la base, ne le faisaient pas. L'autogestion et la responsabilisation des salariés pour les 3/4 de nos répondants, on l'a vu, hein, c'est un point positif. Et voilà, globalement, ça a vraiment permis à une partie des salariés de s'investir davantage au niveau de leur entreprise. Les pratiques managériales, pour 57% de nos répondants, ont évolué. Elles ont dû changer, elles ont dû s'adapter. Là aussi, on trouve ça assez logique de se dire, bah oui, on ne va pas gérer une équipe quasiment en télétravail comme une équipe qui ne fait que du télétravail 1 à 2 fois semaine. Pour autant, c'était aussi là important pour nous de savoir dans quelle proportion cet effort avait été fait au niveau des pratiques managériales, pour aussi avoir peut-être une attention particulière sur cette population que sont les encadrants qui peuvent se retrouver assez vite en difficulté, certainement lié aussi à cette culture du présentiel peut-être qui est encore présente. En tout cas, on voit que plus de la moitié de nos répondants ont entrepris ce changement, cette évolution. L'apparition des troubles psychosociaux. Là, on voit que pour 35% de nos répondants, ils ont considéré qu'il y avait eu cette apparition. Alors là aussi, hein, les troubles psychosociaux sont assez documentés et le lien avec le télétravail. Mais on est dans un facteur de risque
qui est assez important et pour lequel le SST est assez attentif au niveau de la santé. Donc c'était aussi important pour nous de savoir dans quelle proportion il y avait eu cette émergence des troubles psychosociaux. Alors c'est un résultat à relativiser aussi parce qu'on sait très bien que même si on a essayé de faire le lien avec le télétravail, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en ligne de compte et qui pourront aiguiller, je dirais, la décision, le choix du répondant. Et dernier item, la progression des nouveaux outils de communication. Là aussi, assez logiquement et de manière très nette, 84% des adhérents nous ont dit qu'il y avait eu ce développement. Heureusement, on l'a dit, la continuité de l'activité a forcé ce développement. La question qui se pose maintenant, ce serait pour aller plus loin, quid de la réelle utilisation de ces outils et de la maîtrise peut-être de ces outils par les salariés. Alors au sortir de la crise, que va devenir cette organisation de télétravail? Pour 63% de nos répondants, il va y avoir une augmentation durable du télétravail. Pour des raisons d'efficacité de l'organisation, parce que ça a été aussi une demande des salariés et des IRP. En ce qui s'agit de la productivité, là vous vous doutez bien que ça a été aussi très peu quantifié par nos répondants. En tout cas, un grand nombre nous ont dit ne pas avoir perçu de signaux contraires au niveau de la productivité qui peut-être indiquerait que le télétravail ne fonctionne pas. Donc plus de la moitié de nos répondants qui vont augmenter le télétravail, dont 33%, enfin parmi eux, 33% vont même l'élargir à d'autres services. Donc on a vu qu'à l'occasion de la crise, certains postes à la base qui ne télétravaillaient pas ont finalement télétravaillé. Pour 33%, ça va être de manière pérenne, pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment. Et puis 20% qui vont revenir au schéma initial. Là, parce que les entreprises ne s'y retrouvaient pas en termes d'organisation, ça a été aussi pour certains la demande des salariés de revenir en présentiel. On va le détailler par la suite dans la conférence. Et puis la productivité aussi qui peut-être aura été trop fortement impactée pour perdurer. Alors c'est aussi un résultat qui n'est pas totalement connoté négatif parce qu'il faut se souvenir que la population dont on parle pratiquait déjà le télétravail. Donc si elle avait une organisation stable et efficace, il n'y avait pas de raison qu'elle la modifie ou qu'elle la fasse évoluer. Et enfin, d'autres questions plus à la marge qui étaient vraiment spécifiques aux entreprises. On a eu quelques entreprises qui nous ont dit diminuer le temps de télétravail ou restreindre le télétravail à certains services. Mais en tout cas, aucune ne nous a répondu comme quoi elle décidait d'arrêter complètement le télétravail. Donc en conclusion, sur cette population, cette catégorie de nos répondants, on voit qu'il y a une crise sanitaire qui aura mis à l'épreuve cette organisation télétravail, qui l'a forcé sous certains aspects à évoluer. Et on voit que nos adhérents ont fait cet effort parce que le télétravail va se développer en termes de temps comme en termes de postes concernés. Voilà. Maintenant, je repasse la parole à Sandrine qui va vous parler de la deuxième catégorie, ceux qui ne faisaient pas de télétravail avant la crise sanitaire. Donc effectivement, nous allons aborder les réponses de ce groupe. Donc c'était 73 répondants sur les 122, donc c'est quand même une grosse proportion, ça fait 60% des répondants. Donc, comment ils se sont organisés au moment de la crise sanitaire? Donc, on voit finalement que le 100% télétravail a très peu été adopté, malgré les recommandations gouvernementales. On est plus sur un schéma mixte, télétravail et présentiel, à 83,6%. Et puis pour la catégorie autre, 6,8%, ce sont plus des entreprises qui ont répondu par rapport à un schéma plus complexe au sein de leur structure. Par exemple, des administratifs qui étaient en 100% télétravail, là où les opérationnels étaient plus sur un schéma mixte, ou même des professions qui télétravaillaient pas du tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont répondu sur cette catégorie autre. Alors, tout comme le premier groupe sur les effets positifs et négatifs sur ce groupe-là,
Donc, sans surprise sur les effets positifs, nous avons quelque chose de l'ordre de la continuité d'activité. Effectivement, ce télétravail ou ce travail à distance, on y reviendra sur cette notion-là, a permis de continuer et de poursuivre l'activité. Autre résultat, la responsabilisation et l'autonomie des salariés. Donc, même sans y être préparés, les responsables d'entreprise ont noté quand même une capacité à faire, quand bien même on n'avait pas les mêmes consignes ou voilà, les mêmes choses descendantes de nos managers de proximité. Et puis, contrairement au premier groupe, et là c'est très intéressant à souligner, la meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, qui obtient un score de 55%, là où pour le premier groupe on était à 84%. C'est peut-être à mettre en relief par rapport au contexte de l'époque, dans la mesure où les salariés mis en télétravail avaient également une charge à la maison avec les enfants. Et donc c'est vrai que ça peut rentrer dans la balance et ça a pu créer, en tout cas, ça n'était pas le même équilibre que ceux qui étaient habitués à pratiquer le télétravail. Alors, au niveau des effets négatifs, donc il y a des choses qui apparaissent, qui sont en lien avec le côté social et humain. Donc, on a la diminution des interactions sociales et l'isolement, notamment au premier confinement où les salariés ont été un peu catapultés en télétravail avec une rupture avec leurs collègues et une appropriation des outils qui n'étaient peut-être pas tout à fait au rendez-vous, en tout cas dans les premiers temps. De la même façon, il y a eu un affaiblissement du lien social avec l'entreprise, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place par les managers et les dirigeants d'entreprise pour donner de l'information, donner de la visibilité sur ce qu'allait devenir le travail dans les mois à venir. Voilà, c'est quelque chose quand même qui apparaît comme quelque chose de négatif. Et puis comme l'a dit Quentin sur le premier groupe, la compatibilité de certaines missions et activités, on le sait, toutes les activités ne sont pas télétravaillables. Alors si on regarde de plus près l'échelle de satisfaction, là aussi on voit des résultats beaucoup plus contrastés. Alors même si on a un fort pourcentage de personnes qui étaient satisfaits à très satisfaits, il y a quelque chose qui apparaît avec 14% de personnes qui n'ont pas du tout été satisfaits de la mise en place du télétravail. Alors c'est certes un chiffre assez faible, mais qui veut dire quand même quelque chose. Donc est-ce en lien avec un manque de préparation parce qu'effectivement on a été mis en télétravail un peu du jour au lendemain sans y être préparé, ou est-ce que c'est quelque chose de plus structurel, de plus profond qui se joue au sein des entreprises? Donc ça c'est une vraie question que je pose, peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder lors des débats. Alors, on est aussi en droit de se poser la question, quel est le devenir du télétravail à la sortie de la crise? Donc là, les résultats sont assez nets. Il y en a beaucoup qui ont trouvé un certain intérêt. 73% veulent le pérenniser, voire l'institutionnaliser avec un accord télétravail. Tandis que d'autres souhaitent complètement l'arrêter et revenir au schéma initial, c'est-à-dire un 100% présentiel. Donc sans vraiment de demi-mesure là-dessus. Alors, les raisons pour lesquelles ils veulent le pérenniser, l'institutionnaliser ou l'arrêter, on constate en fait que ce sont les mêmes raisons. C'est soit une demande sociale de la part des salariés, dans les deux sens, avec parfois, et on le verra dans certains témoignages ce soir, un fort appui des instances représentatives du personnel pour le stopper. De la même façon, sur l'efficacité de l'organisation, certains y ont trouvé leur compte avec un gain de productivité. On le voit aussi dans certains témoignages qu'il y a eu un gain de productivité dans la mise en place du télétravail. Donc, preuve que le télétravail n'est pas incompatible avec les résultats de l'entreprise, bien au contraire. Et puis d'autres aussi qui ont trouvé qu'il y avait des côtés qui allaient vers l'inefficacité de l'organisation, dans la mesure où les personnes n'ont pas communiqué de la même façon pendant cette période-là, qu'il y a eu des défauts d'information, des manques de relais qui ont peut-être amené aussi à des erreurs de conception. Et donc c'est pour ça que, mis dans la balance, eh bien, il y en a qui se disent, bon, finalement, notre fonctionnement est préférable en présentiel qu'en télétravail.
Donc voilà au niveau des résultats qu'on pouvait vous donner sur cette enquête télétravail qui va venir s'enrichir avec les témoignages. Donc je repasse la parole à Maître Larère pour la suite de cette conférence. Merci beaucoup. Alors, gain de productivité d'un côté, inefficacité de l'autre. Moi, je crois qu'on peut vraiment vous remercier pour ce travail et ce bilan de fond. On voit bien que le télétravail ne laisse personne indifférent, ni les salariés, ni les organisations représentatives du personnel, ni les entreprises. On va le voir là tout de suite avec nos intervenants, nos invités qui sont chefs d'entreprise et qui vont nous parler de leur retour d'expérience. Donc sans transition, je vais interroger Gildas René, qui est responsable de centre à la Maïf. Je crois qu'à la Maïf, vous pratiquiez déjà le télétravail avant la période du Covid. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a donné un petit plus par rapport à d'autres organisations? Alors, d'un point de vue très pratique, ça nous donnait un petit plus parce qu'il y avait déjà un minimum d'équipement, puisque l'aventure pour toutes les entreprises qui ont été contraintes en 2020, en mars 2020, d'envoyer les collaborateurs à domicile, ça a été aussi l'enjeu, ça a été aussi de les équiper, tout simplement. Au début, nous nous retrouvions dans une situation où certains pouvaient travailler à distance et puis d'autres étaient à la maison sans pouvoir travailler. Donc on avait un avantage de ce point de vue-là. On avait aussi un petit avantage culturel, hein, même si, vous le disiez, on avait un accord d'entreprise qui était signé en 2017 permettant le télétravail sous certaines conditions d'éligibilité, mais fixant un maximum de 20% de collaborateurs. Moi, je travaille donc à la Maïf, on est un peu plus de 8000 salariés, 20% de collaborateurs en télétravail. Ce qui, moi, je suis responsable donc d'un site opérationnel de gestion des sinistres. Hein, dans les assurances, il y a des sinistres et derrière, il y a des gens qui les gèrent. Et dans notre activité, eh bien, l'activité s'y prête, je ne sais plus ce que je voulais dire, l'activité s'y prête. Nous avions donc déjà 20% de... Voilà, mais il nous appartenait d'arbitrer les demandes qui étaient déjà assez nombreuses. Voilà. Vous étiez déjà bien parti avant la crise sanitaire, vous aviez déjà quelques outils en place. Est-ce que néanmoins la crise du Covid a bousculé votre organisation, puisque on le disait en introduction, du jour au lendemain, il a fallu passer de un petit peu de télétravail à tout ou presque? Oui. Alors, effectivement, on a dû s'organiser pour répondre à la demande de nos assurés qui continuaient à avoir des sinistres, même si pendant la période de confinement, les accidents de circulation étaient moins nombreux, mais comme on gère aussi les accidents de la vie privée et tout type de sinistres. Donc, au fur et à mesure des semaines qui passaient, les équipements ont été installés chez les uns et chez les autres. Et puis, nous avons pratiquement en un mois pu retrouver notre capacité à travailler normalement. Je simplifie un peu, mais il s'est passé peut-être un mois et demi pour que nous retrouvions notre capacité. Et dans une activité comme la nôtre, le télétravail est très compatible, de sorte que tous les effectifs étaient en télétravail, sauf exception pour des raisons pour des raisons médicales d'ailleurs parfois. Tous les effectifs étaient en télétravail, de sorte que en juillet 2020, l'entreprise, avec les organisations syndicales, a signé un nouvel accord sur le télétravail, un accord qui ne limite plus le nombre de télétravailleurs. Voilà, qui reprend en gros ce qu'il y avait dans le précédent accord sur le volume de jours télétravaillés. Nous avons un volume mensuel, on peut télétravailler de 1 jour à 12 jours par mois, selon les souhaits et selon le degré d'autonomie aussi du collaborateur. Voilà, donc finalement, le Covid nous a propulsés quand même dans un monde de quasi tout télétravailleurs, quoi. Enfin, vous voyez, tous ceux qui veulent télétravailler et qui sont éligibles parce qu'ils sont autonomes dans le métier, peuvent télétravailler. Alors, on reçoit beaucoup de questions en ligne. On aura un petit temps tout à l'heure d'échange. Ce sera la 3e partie pour toutes les questions de la salle et des gens qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure.
et on les prendra, c'est promis, toutes à la suite dans le troisième temps de notre échange. Alors moi j'avais une autre question. On avait, en préparant cette conférence, on avait échangé sur les temps de travail. Vous avez quelques particularités sur la mobilisation du temps au sein de la Maïf. Oui. L'activité d'un collaborateur gestionnaire chez nous, elle est axée sur deux activités principales dans une journée. C'est gérer effectivement le sinistre pour indemniser, pour faire prospérer un recours, etc. Et puis répondre aux sollicitations téléphoniques de nos assurés. Et donc, nous avons des systèmes de planification de permanence d'accueil téléphonique. Voilà. Et quand un collaborateur est planifié pendant 3-4 heures dans la journée d'accueil téléphonique, forcément, il doit être derrière son téléphone. Mais nous pratiquons autrement, depuis 2017 d'ailleurs aussi, ce qui s'appelle les horaires libres. C'est-à-dire qu'en dehors de ces plages de planification, eh bien, chaque collaborateur peut ou pas travailler. C'est-à-dire qu'il doit faire son volume mensuel de travail, bien sûr, d'heures travaillées, mais il les place un peu comme il veut entre 8h le matin et 19h le soir. Voilà. Donc ça donne beaucoup de souplesse. Alors, beaucoup de souplesse pour les collaborateurs. Est-ce que tout le monde trouve ça positif? Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça négatif? On a vu tout à l'heure dans les chiffres que le télétravail suscitait des vocations et des passions assez contrastées. Est-ce que c'est la même chose pour cette gestion des horaires? Est-ce que ça a changé aussi les pratiques des managers? Oui, ça a changé, mais globalement, c'est vraiment très apprécié. C'est comme le télétravail, c'est très apprécié. Et quel bilan vous faites, vous, de l'expérience en tant que manager, du télétravail, de cette évolution sur 3 années, on va dire, dans vos pratiques avec vos équipes au jour le jour? Alors, bien sûr, quand on parle de télétravail, on pense tous aux résultats. Donc, sur les résultats opérationnels, dans l'entité dont je suis responsable, les résultats n'ont pas varié. Ils sont peut-être encore un peu meilleurs. Est-ce qu'on peut l'attribuer au télétravail? J'en suis pas si sûr. Pendant les 2 ou 3 ans qui sont passés, les process ont évolué, les outils aussi, les outils de gestion ont pu évoluer aussi. Donc on ne peut pas forcément attribuer au télétravail. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le télétravail n'a pas nui à cette performance. En dehors de ça, la satisfaction des salariés, elle existe, puisque ceux qui étaient réticents au télétravail avant d'être obligés d'y aller à cause de la crise sanitaire ne le sont plus, puisqu'on avait peut-être au début, avant la crise sanitaire, on avait peut-être 40% de gens intéressés, et aujourd'hui, on est 95% de télétravailleurs sur la base du volontariat. Donc la démonstration est faite, en tout cas pour nos métiers, qu'il y a une sorte il y a de l'appétit, sans doute la conciliation de la vie privée et de la vie du travail est plus simple avec le télétravail. Voilà, sinon, on peut quand même dire que ça bouscule beaucoup les managers, le télétravail. Forcément, les repères ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune certitude, je n'ai que des questions. Comment faire en sorte que, sur la durée, le lien qui unit les gens, le sentiment collectif, continue à perdurer. Il est important pour les organisations, pour s'organiser. Je parlais tout à l'heure de permanence, etc. Aujourd'hui, les permanences, ce sont les collaborateurs qui décident de les prendre. Il y a un planning qui est affiché, ils s'auto-positionnent, vous voyez. C'est important que cet esprit collectif perdure. C'est important aussi que l'attachement à l'entreprise ne se délite pas. Si chacun exerce son métier de façon un peu libérale à la maison, je pense qu'il y aura un délitement. Donc il appartient au manager de faire en sorte que ce sentiment d'appartenance au collectif perdure, ce sentiment d'appartenance à l'entreprise, l'esprit d'entreprise perdure. C'est pas simple, c'est sûrement plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Il faut faire aussi attention, et on est dans un centre de médecine du travail, à ce que les uns et les autres ne se leurrent pas.
hein. Certains peuvent finalement, sous prétexte de télétravail, s'isoler un peu, hein. Il y a ce risque aussi. On en a vu, hein, sur la période des 2 ans là, de télétravail ou de travail à distance un peu forcé qu'on a tous connu. Les gens qui sont seuls le sont encore davantage avec le télétravail. Donc il y a quand même aussi... c'est vrai qu'on mesure mieux en face à face le moral de nos collaborateurs qu'au travers d'un outil et derrière un écran. Et ça fait partie de notre rôle de manager quand même d'évaluer un peu tous les jours le moral de nos collaborateurs et de les aider peut-être à aller mieux. Voilà. C'est pas simple, hein. Aujourd'hui, beaucoup de questions. Je dirais que soyons pratiques aussi ou pragmatiques. Les 3 ans ou les 2 ans de travail, de télétravail intense, travail à distance obligé que nous avons vécu, peuvent quand même nous rassurer. On n'a pas vu de perte majeure du sentiment collectif. Quelques comportements déviants, mais moi j'ai en tête 2 personnes sur 65, et ces 2 personnes étaient peut-être déjà un peu déviantes quand elles étaient sur le site. Donc voilà, des questions, des réponses, des éléments de réponse peut-être, mais pas de certitude. On peut conclure par un bilan confiant sur la poursuite du télétravail au sein de la Maïf. Oui. Maintenant, on va peut-être parler d'une expérience un peu contrastée avec David Urvois, qui est président-directeur général de FAO, Fonderie des Ateliers de l'Ouest, société basée à Vitré, qui a une sociologie, une typographie un peu différente, puisque c'est une entreprise familiale et sur un métier essentiellement industriel. Donc merci d'être là avec nous. Déjà, qu'est-ce que vous pensiez du télétravail avant la crise sanitaire ? Alors d'abord, mon intervention, il faut la placer dans un cadre. C'est que, comme vous l'avez dit, nous, on est des industriels, une PME, 55 salariés, une majorité de collaborateurs qui ne peuvent pas travailler quoi qu'il advienne, la production et les chantiers. Donc déjà, ça place un contexte qui est différent de celui des sociétés qui sont dans le service. Deuxième chose, à mon avis, très importante dans l'approche des choses, et souvent oubliée dans les discours généraux, c'est que moi, la majorité de mes collaborateurs habitent dans 20 km autour de l'usine. Donc, une partie d'entre eux rentrent déjeuner à midi, forcément, par rapport à des gens qui habitent dans des grandes villes qui ont gagné 2 heures de transport par jour. Ça change complètement la vision des collaborateurs sur le sujet. Je crois que ce cadre-là, il est important à placer parce que ça fait un cadre un peu spécifique par rapport à un discours général, j'ai envie de dire. Alors ensuite, ma perception des choses, je vais peut-être arriver à la conclusion. On est parti d'un patron pas anti-télétravail, mais en tout cas pas pro-télétravail, et on est arrivé à des salariés anti-télétravail. Alors là, c'est peut-être pour ça que vous m'avez fait venir à la fin. Je vais m'expliquer. Alors déjà, moi, le télétravail en tant que patron et en tant que salarié avant, en tout cas le travail à la maison, pour moi, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire, que j'ai jamais fait. Quand j'étais dirigeant par le passé, quand je travaillais le samedi ou le dimanche ou tard le soir, je faisais jusqu'à 15 km pour aller à l'usine travailler et rentrer ensuite chez moi pour attaquer ma vie privée. Parce que pour moi, il y a déjà une séparation entre 2 lieux. Alors ça, c'est purement personnel. Donc forcément, par contre, dans ma vision du télétravail, déjà, ça biaise un peu la vision des choses. Au-delà de ça, j'avais des préjugés classiques de patron. Comment je vais contrôler l'assiduité des collaborateurs, comment on contrôle que tout le monde est au boulot, que tout le monde fait correctement son travail, comment on intervient au quotidien. Le sujet a été très vite réglé.
Alors nous, jamais de télétravail avant. J'avais fait une fois avec une collaboratrice, donc comme quoi je n'étais pas complètement... mais on ne pratiquait pas du tout le télétravail. On a mis en place le télétravail en une journée. Donc, ça n'a pas été foncièrement un problème. Par contre, on avait un vrai problème technique à résoudre. C'est que nous, c'est essentiellement des bureaux d'études qui travaillent sur des plans en 3D, qui sont sur les serveurs de l'entreprise. Et techniquement parlant, c'est impossible de pouvoir travailler sur des plans en 3D au vu de la taille des volumes. Si tout le monde attaquait les serveurs depuis l'extérieur par le simple tuyau existant, ça ne marchait pas. Donc la solution super pour un patron a été mise en place. TeamViewer. C'est extraordinaire. Vous avez les collaborateurs, ils sont chez eux. Ils attaquent. Solution adoptée dans l'urgence. Oui, mais peu importe. Je dis avec honnêteté la façon dont je l'ai vécu. Donc TeamViewer, pour ceux qui connaissent, vous mettez en route les ordinateurs de l'entreprise. Le collaborateur est à la maison chez lui. Et grosso modo, il travaille sur une vision de son écran d'ordinateur de l'entreprise. Donc il travaille à distance sans avoir les gros flux d'informations puisque c'est que en fait la vision de son écran. Et il peut travailler sur son ordinateur de l'usine, sur ses plans 3D, super efficace, ça marchait très bien. Et puis hyper simple pour contrôler le travail. C'est peut-être pas légal, j'en sais rien, mais d'ailleurs ça n'a pas servi longtemps. Parce que finalement, vous arrivez au boulot le matin, vous faites le tour du bureau d'études et vous voyez qui travaille, qui ne travaille pas. Donc le problème est vite résolu. Les écrans fonctionnent tout seuls. Donc très vite, ma pratique ou mes préjugés ont été en tout cas tous abattus et sont tombés. Et puis le constat a été ni plus ni moins finalement que ce à quoi je m'attendais. Sur une vingtaine de collaborateurs, un ou deux qu'on a dû faire revenir rapidement parce que ça ne pouvait pas le faire. Et sinon les autres plutôt plus d'efficacité. Les chefs de service globalement étaient contents du rendu, du résultat, plus efficace. Beaucoup de points positifs. Donc le côté préjugé que j'avais finalement a été assez vite rabattu. Voilà. En revanche, du côté des salariés, du coup, vous nous avez dit en introduction qu'il y avait des salariés aujourd'hui qui étaient plus réfractaires au télétravail. Qu'est-ce qui s'est passé au moment finalement où on a dit qu'on pouvait revenir dans les bureaux ? Alors ça s'est passé même avant qu'on dise de revenir dans les bureaux parce que quand on a eu passé 3 semaines... Alors d'abord, il y en a qui n'ont jamais voulu partir. Il y en a quelques-uns qui ont dit d'entrée de jeu, moi je ne rentre pas de travailler chez moi, je bosse ici. Donc on a dû, dans les bureaux, on a dû garder 5-6 personnes. Et pour ceux qui sont partis en télétravail complet, au bout de 15 jours, 3 semaines, on a commencé à voir les gens revenir à l'entreprise sous des prétextes plus ou moins fallacieux. Et puis j'ai constaté que ce retour à l'usine, on faisait le tour de tous les collègues qui étaient là, ça discutait beaucoup, les gens avaient besoin de parler, et puis c'était pas très efficace mais nécessaire je pense, et en fait assez rapidement, on a commencé à voir plusieurs collaborateurs revenir au bureau. Et quand on a fini le premier confinement et qu'on a commencé à nous amener le deuxième confinement, moi j'ai eu un refus général. C'est-à-dire que les gens m'ont dit non, on ne retourne pas télétravailler à la maison. Qu'est-ce qui objectait les salariés qui ne voulaient pas revenir justement Alors globalement, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Pour plusieurs raisons, je pense. D'abord, ils se sont rendus compte. Alors nous, on travaille aussi beaucoup en mode projet. C'est beaucoup des affaires, des gros dossiers. Il y a des problématiques techniques à résoudre.
On a vu réapparaître des problèmes liés à la communication entre les gens qui faisaient que, en fait, sur les modes projet, ils avaient plus de mal à communiquer. Les gars travaillaient seuls dans leur coin chez eux. Quand ils avaient une problématique X ou Y, quand ils sont au bureau sur un plateau, ils se retournent, ils en discutent avec leurs collègues. Ils n'avaient pas cette même approche ou cette même façon de faire quand ils étaient en télétravail. Et puis alors, je me suis rendu compte de sujets que je n'avais pas vus avant. Je disais ça tout à l'heure. Celui qui a des problèmes à la maison, il vient au boulot, il les laisse à la maison le matin, il rentre le soir, il les retrouve, mais en tout cas, dans la journée, il ne les a pas eus. Sur le dernier confinement en janvier, le truc extraordinaire, c'est que là, pour le coup, on nous oblige légalement à ramener tout le monde à la maison. Donc je dis à mes gars, là, il n'y a pas le choix. On renvoie tout le monde à la maison, on sait faire, on va faire. Les mecs, ils organisent des soirées entre eux, quoi. Là, compensation parce qu'on manquait de là, vous vous dites, c'est extraordinaire, on nous interdit aux collaborateurs de venir, de venir au travail. Les mecs, ils ne veulent pas être en télétravail à la maison, donc ils organisent, parce qu'ils ont besoin de voir leurs collègues, des soirées entre eux, quoi. Bon, je crois que c'est un phénomène qu'on a observé beaucoup pendant le télétravail subi. C'est parce que c'est du télétravail subi. Il y a beaucoup de gens qui manquaient de contact humain en dehors de leur cercle familial proche. Et pour les gens qui n'ont pas forcément de conjoint, de conjointe, c'était une situation encore plus difficile, puisqu'officiellement, on n'avait pas toujours le droit de voir ses amis, il faut le rappeler. J'avais une autre question pour vous. Pas la dernière fois. Oui, pas la dernière fois, mais au début, aucune contrainte. La première contrainte était très difficile. C'est sûr. J'avais une dernière question pour vous, parce que vous avez une population aussi qui ne peut pas télétravailler. Comment ça s'est passé entre les équipes qui étaient forcées de télétravailler et qui n'avaient pas forcément envie, et puis ceux qui voyaient les autres avoir le droit finalement de... Alors ça, c'est toujours aussi... faites bien en parler, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est, mine de rien, pas simple à gérer, parce que celui qui est au boulot, à la prod, ou qui est sur son chantier... quand ses collègues du bureau d'études ou des autres services sont là, il a un problème, il arrive au bureau, il discute avec lui et puis il repart avec son problème réglé. Quand les gens sont en télétravail, vous expliquerez ce que vous voudrez aux gars de la prod, mais ils sont en vacances quand eux sont au boulot, quoi. Et ça, c'est pas simple à gérer. Et on a tendance à avoir des réactions. Les mecs, ils appellent. Finalement, ils appelaient à l'usine, ils n'avaient pas le gars au bout du fil parce qu'on leur disait qu'il était occupé. Ça posait pas de problème. Ils appellent chez lui, il n'est pas là. Oui, il est parti faire les courses, quoi, hein. Donc, pendant que moi, je suis en train de bosser et que j'ai mes emmerdes. Et ça, vous pouvez faire tous les discours que vous voulez. C'est pas simple à gérer. Non, c'est une culture aussi française et ça change pas. Une culture ne se change pas, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si c'est français. Du jour au lendemain. Non, vous êtes d'accord. Et alors, est-ce qu'on a le droit au télétravail ponctuel dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui le demandent pour certains types de tâches? Alors, très honnêtement, on n'a pas la demande. En tout cas, venant des collaborateurs, de manière générale. C'est les chefs de service de temps en temps qui maintenant disent tiens, un tel il a besoin de se concentrer sur un dossier, il y a un dossier, il ne faut pas qu'il soit emmerdé, donc je lui ai dit de prendre une journée, 2 journées de télétravail ou 3 journées de télétravail à la maison, parce que globalement ce que tout le monde a reconnu quand même, c'est que finalement à la maison en télétravail, ils étaient plus efficaces à travailler. C'est ce qui ressort aussi des chiffres qu'on a vus tout à l'heure. La productivité est globalement plus satisfaisante. Y compris les chefs de service. Aujourd'hui, moi j'ai plus de demandes de chefs de service qui disent
tiens, j'ai dit à un tel de faire du télétravail 3 jours, là, parce qu'il y a un truc compliqué, il faut qu'il trace la route, il va faire ça à la maison, ça ira très bien. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il y a deux cheminements très différents entre vos deux organisations, mais finalement, il y a des éléments qui reviennent, qui sont centraux. Il y a un point quand même fondamental dont je n'ai pas parlé, et qui pour moi est crucial. Alors peut-être plus dans nos PME, je ne sais pas trop, mais c'est l'esprit d'équipe. Hein. Comment générer et entretenir un esprit d'équipe quand les gens sont à distance chez eux à faire du boulot. Nous, pour moi, l'esprit d'équipe, c'est fondamental dans le rendu au client. Quand tous les gens sont séparés, dispatchés chez eux, ou ne font que se croiser entre 2 coups de télétravail, l'esprit d'équipe, pour moi, il s'érode. Et ça c'est quand même, à mon avis, très très loin d'être négligeable dans le sujet. C'est un élément effectivement assez central. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans les questions qui sont posées sur le chat et puis avec les questions aussi dans la salle, dans la troisième partie de la table ronde. Alors le dernier témoignage, cette fois-ci avec Alain Chevant, chargé de mission à l'ARACT Bretagne, qui dépend de l'ANACT. C'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est pilotée par les partenaires sociaux régionaux. Alors déjà, moi j'ai une première question. Est-ce que vous avez observé, vous, à l'ARACT, une évolution des interrogations des entreprises entre le début du Covid et aujourd'hui? Il vous faut un micro en plus. Ah c'est bon, pardon. Non, vous l'avez. Des évolutions, oui, on en a observé, qui vont reprendre, celles que l'on a entendues précédemment dans ces deux témoignages. D'une part, on est quand même passé d'une pratique marginale à une pratique massive, et d'une pratique marginale et dans notre jargon ce qu'on appelait une pratique grise, c'est-à-dire quelque chose qui était informel et qui ne faisait pas l'objet de discussions collectives sur des questions organisationnelles. En fait, c'était des arrangements interindividuels, généralement, entre un dirigeant et un ou une salariée, entre un salarié et son cadre, etc. Et puis on est passé donc de cette activité marginale et grise à une activité massive et de plus en plus formalisée au travers des chartes, des accords, etc. Autre point qu'il faut aussi souligner, c'est de la disparité. Effectivement, c'est devenu une pratique massive, mais ça, c'est une moyenne. En gros, il y a une entreprise sur 2 aujourd'hui qui pratique le télétravail, mais ça va être plus des 2/3 des entreprises du secteur des services, du secteur tertiaire, et puis 20% des entreprises du BTP, par exemple, et à peine un tiers, des entreprises industrielles. Donc il y a quand même de la disparité là-dessus. Ce qu'on observe également, sans aller trop dans les détails, mais ça a été un peu évoqué là, c'est que il nous semble que les motifs de recours au télétravail ont évolué dans le temps. Quand on était effectivement sur les pratiques grises, on était beaucoup autour des questions de demande de la part de certains salariés ou de certaines salariées sur des questions de conciliation vie pro, vie perso. Et puis, effectivement, là, la période de crise sanitaire a peut-être montré que le télétravail et conciliation vie pro, vie perso, c'était peut-être pas forcément aussi simple que ça. Et puis, ce qui également était auparavant qui amenait le télétravail, alors là, du côté plus employeur ou cadre, c'est ce que M. Auroi vient d'évoquer là, c'est
bon, j'ai besoin d'un peu de concentration, etc., pour boucler un dossier, il y a urgence à le remettre sur l'appel d'offres, etc. Hop, je fais le travail à la maison. Ce qui, entre parenthèses, pose la question quand même à un moment donné, une question assez profonde quand même sur la question. Quand on dit ça, on est en train de dire quand même que le domicile est un lieu de travail plus adapté que les locaux qui sont normalement conçus pour travailler. Et ça m'appelle une question justement, parce qu'on a dit que les salariés étaient plus productifs. Mais est-ce que cette meilleure productivité ne cache pas finalement des risques supplémentaires pour les collaborateurs qui télétravailleraient, notamment sur la durée du travail? Est-ce qu'ils n'en feraient pas trop quand ils sont à leur domicile? Comment vous voyez ça ouais, de alors votre point de vue? Il y a une certaine logique de justification, hein, c'est-à-dire qu'on veut travailler sur son lieu de travail ou être sur son lieu de travail, ça peut signifier déjà travailler. Voilà. Et c'est toute la question du présentéisme. Hein, on suppose que le présentéisme égale travail. Eh bien, dès lors que le travail ne se fait plus dans les locaux, mais encore plus à domicile notamment, eh bien, on va devoir trouver une stratégie, élaborer une stratégie qui fait pour montrer que l'on travaille, à M. Urvois pour ses collaborateurs par exemple, et ça peut générer effectivement soit d'en faire plus dans le même temps, soit éventuellement d'être aussi dans le débordement temporel, hein, de dire d'être accessible au téléphone, plus tôt, plus tard, de répondre plus vite aux mails, etc. Enfin, oui, c'est des logiques de justification. Alors, on a de plus en plus de questions en ligne qui arrivent. N'hésitez pas à continuer à les poser. Moi, j'ai une dernière question pour vous. C'est comment, justement, vous accompagnez les entreprises pour anticiper ou prévenir les risques, faire en sorte que le télétravail, ça se passe bien pour les collaborateurs? Dès lors que dans une entreprise, ça devient un enjeu collectif, ça s'organise, hein, et donc s'organiser, ça veut dire engager une réflexion collective sur le télétravail. Alors on a mis effectivement, on peut accompagner en direct des entreprises, mais également une partie de notre travail, c'est aussi de concevoir des outils, des méthodes qui puissent être utilisés directement par les entreprises. On a mis au point des kits qui permettent à des entreprises de conduire une démarche, hein, de faire une conduite de projet. Monsieur a parlé de conduite de projet. Bon, il existe également des conduites de projet en matière de changement organisationnel, hein, dans les entreprises. Donc on a mis des kits pour aider des entreprises à conduire une démarche de réflexion sur le télétravail, pour les amener à élaborer une charte ou voire négocier un accord d'entreprise. Ce qui nous semble également important, notamment au sortir de cette période-là de crise sanitaire, c'est déjà de pouvoir faire un retour d'expérience aussi sur ce qui s'est passé. Bon, là, on le fait là. C'est bien aussi de pouvoir le faire au sein d'une entreprise, au sein d'un collectif de travail, d'une équipe de travail. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait difficulté, qu'est-ce qui a été facilitant. Et pour ça, on a développé un support, hein, qui s'appelle les essentiels télétravail, qui est en fait un jeu de cartes qui permet sur 1h30, 2 heures de c'est vraiment faire un très bon jeu de cartes. Voilà. Ça pose toutes les questions qu'on peut se poser dans une organisation et qu'on a évoquées depuis le début de cette conférence. Alors, on va passer au troisième temps de la conférence. Il nous reste 30 minutes pour vos questions. Donc, c'est bien, elles arrivent. Moi, j'ai une première question. Notre table ronde s'est étendue. On a le docteur Ben Laoustine Maxime, j'espère que j'ai bien prononcé votre prénom,
Une question sur le télétravail. Quels sont les points de vigilance du point de vue du médecin du travail? Alors, les points de vigilance, de mon avis, le télétravail, au sens qu'il est un nouveau mode d'organisation du travail, il n'a pas créé de nouveaux risques. Il a par contre modulé certains risques qui pouvaient exister déjà. Et du coup, sur une activité de télétravail, on peut les retracer au cours de la journée. Le premier risque qui va se majorer, le télétravail, il concerne essentiellement des activités tertiaires où on est assis derrière un écran toute la journée. Et quand on rajoute le travail à distance, finalement, on vient augmenter la sédentarité, qui était déjà un problème sur des métiers tertiaires, mais qui, du coup, là, s'intensifie encore un peu. Donc, c'est un premier chapitre. C'est des fois des éléments sur lesquels on essaie avec les salariés d'attirer leur attention, leur faire remarquer ou pas, et de savoir comment ils arrivent à trouver des solutions là-dessus. Parce qu'entre la chambre, le séjour, la cuisine, voilà, si on a une montre à compteur de pas, on peut faire moins de 1000 pas dans la journée assez facilement. Le deuxième élément, c'est prendre son poste de travail, s'asseoir. Alors, au moment de la crise sanitaire, il y a beaucoup de salariés qui sont passés du super fauteuil de bureau, du double écran, et qui sont en catastrophe retournés à la maison avec un PC portable 15 pouces et qui ont travaillé finalement pendant plusieurs mois assis sur la table du séjour ou dans le canapé avec les pieds sur la table du salon. 15 pouces, c'est déjà assez grand. Hein. Il y a des collaborateurs qui ont eu plus petit. Hein. Donc ça c'est vraiment le deuxième point de vigilance en matière de troubles musculo-squelettiques. Au départ, avec la crise sanitaire, ça a été vraiment le travail dans l'urgence. On s'en est accommodé. De plus en plus, on va parler dans les entreprises de dotation télétravail. La position de confort quand on travaille, c'est globalement celle qu'on adopte quand on conduit. Le PC portable, c'est un magnifique outil quand on se déplace. Sur des journées continues et plusieurs jours par semaine, ça devient problématique. Et du coup, comment on arrive à reproduire les conditions optimum qu'on avait au bureau, à la maison. Donc là c'est un deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est tout au long de la journée de travail, les relations qu'il y avait, on en a parlé un peu tout à l'heure, les relations qu'il pouvait y avoir entre les collaborateurs, comment on les reproduit à la maison. Ça pose des questions sur la relation dans le management de projet, dans la relation d'équipe, mais aussi sur les relations manager-manager. Voilà, là, il y avait des enjeux sur la thématique des risques psychosociaux, des choses qui ne sont pas simples. Alors, des fois, on prend l'exemple de la machine à café, mais c'est le lieu où oui, on parle de la pluie et du beau temps, mais il y a aussi énormément de discussions un peu informelles qui restent travail, solutions dans le travail, conseils autour du travail qui peuvent se passer en entreprise autour d'une machine à café, qui n'existent pas. On a retrouvé des salariés qui, dans leur pratique, avaient souvent besoin de collègues, des fois les nouveaux entrants, et qui pouvaient se retrouver encore plus isolés, en difficulté. Donc là, un troisième point de vigilance. Alors. Et le dernier, pardon, pour terminer, le dernier point de vigilance, c'est celui finalement quand on va quitter le travail. Quand on va quitter le travail, eh ben c'est assez simple. Quand l'unité de lieu, quand il y avait une séparation des lieux, pardon, entre le perso et le pro, là on va finalement fusionner. Dans la majorité des cas, ça se passe assez bien. Pour une minorité de salariés, ça peut être assez compliqué. On peut avoir des problématiques de dépendance. Alors, j'aime pas trop le mot. Dans la dépendance de la relation au travail, quand on dit ça, c'est pas uniquement la dépendance avec une surcharge de travail ou avec un temps de travail dans la semaine qui a augmenté. On peut avoir une relation de dépendance au travail avec un temps de travail qui est maintenu au travers. Finalement, le salarié découvre qu'à la maison, il a aussi la possibilité de consulter ses mails. Il y en a qui le faisaient avant, mais il y en a qui l'ont découvert. Il y a ces outils de tout ce qui va être technologie de l'information et de la communication. Donc ces outils qui vont permettre sur le smartphone, qui va se mettre à vibrer pendant le dîner avec un nouveau mail qu'on a reçu. Il y a des gens qui vont découvrir ça à cette occasion. Et du coup, c'est là aussi un point de vigilance sur la manière de le réguler.
Alors, je précise que je ne regarde pas d'ailleurs mes SMS pendant que vous parlez, mais je regarde les questions qu'on nous pose. Et j'ai justement une question qui vient avec votre point numéro 2 sur l'aménagement, notamment du bureau à la maison. Une question de Anne de Rennes. Une entreprise qui n'a pas encore mis en place de charte sur le télétravail et dont les salariés télétravaillent, alors même qu'il n'y a plus d'obligation légale, c'est une question très pointue, est-elle redevable du remboursement des frais exposés par les salariés? Qu'est-ce qui peut lui être demandé par les salariés? Donc je ne sais pas si à l'ARACT vous avez une réponse. Je peux la compléter en tant qu'avocat. Conseil juridique. Non, mais qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises sur les frais, l'accompagnement à l'équipement? Déjà, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une réflexion effectivement sur la question de l'équipement. Quel est l'équipement nécessaire pour faire quel type d'activité, ce qui permet d'évoquer un point important dans une réflexion sur le télétravail. C'est avant tout une réflexion sur les activités télétravaillables plutôt qu'une réflexion sur qui peut télétravailler et qui ne peut pas télétravailler. Ça, c'est un point important. Et puis après, après, il y a le télétravail, c'est effectivement c'est présent dans le Code du travail depuis 2012. C'est pas si vieux que ça. Il y a eu un accord en novembre 2020. Cet accord précise un certain nombre de choses, et notamment où le télétravail reste. Ça fait appel au volontariat du salarié. Après, pour sa mise en place, c'est soit un accord d'entreprise. S'il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est une charte donc, unilatérale de l'employeur, mais qui peut être, et c'est ça que l'on fait nous, qui peut être élaborée de façon concertée, même si elle ne donne pas lieu à négociation pour élaborer un accord d'entreprise. Sinon, c'est effectivement c'est à voir avec chaque salarié. Mais je crois que le premier point, c'est la concertation, la discussion, pour faire appel pour avoir du volontariat en connaissance de cause. Je vais apporter ma petite modeste réponse de juriste, d'avocat. Je pense qu'il faut vraiment que les entreprises, elles anticipent cette problématique parce que ça peut être des contentieux dans quelques années avec des rattrapages qui peuvent être relativement importants s'il y a des gros volumes. Donc ça peut nourrir de nouveaux contentieux. Aujourd'hui, à date, le ministère avait dit que le télétravail tel qu'il avait été imposé dans le Covid ne nécessitait pas d'indemniser les collaborateurs, sauf que le Code du travail dit à peu près le contraire, et sans doute que les juges iront plutôt dans le sens du Code du travail. Donc voilà, c'est une interprétation toute personnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, mais il y a quand même beaucoup de règles qui sont aussi édictées par l'URSSAF sur ce point. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant sur l'aménagement opérationnel. C'est quoi l'équipement idéal du télétravailleur pour finalement pas avoir trop de problèmes? Finalement, pas avoir trop de problèmes. Il faut se rapprocher du poste de travail bureautique, adapté qu'on va trouver dans les entreprises. La particularité du télétravail, c'est qu'on va beaucoup utiliser l'ordinateur portable. De manière prolongée, l'ordinateur portable, il vaut mieux le brancher sur un écran déporté, un clavier et une souris. En termes de contraintes, notamment au niveau des membres supérieurs, on va être beaucoup mieux que sur l'ordinateur portable. Ça, c'est vraiment le minima. Ensuite, il faut penser siège de travail, un siège qui va pouvoir s'adapter au plan de travail ou à la table sur laquelle je vais venir travailler. Donc on pense à la hauteur, on pense au confort aussi, au confort d'assise, au confort de dossier. Le confort, il est personnel parce qu'il doit s'ajuster à la santé de la personne, même sans parler de personnes qui ont déjà des atteintes de santé assez graves. On a tous un ressenti différent ou des fragilités au niveau, je pense notamment au niveau rachidienne. Il faut vraiment avoir du matériel pour lequel on est en confort. Et la dernière des choses, ce serait peut-être le plan de travail. Alors quand je dis plan de travail, ça va être le bureau.
Idéalement, c'est quelque chose qui est de la même hauteur que ce que vous pouvez avoir en entreprise. Donc on est sur des standards de 72 cm. Maintenant, on a aussi toute une gamme qui se développe de plus en plus, des choses plus réglables en hauteur, qui sont très intéressantes, notamment pour lutter contre la sédentarité dont parlait le Dr Benahoussine. Mais il faut prendre aussi un peu de hauteur sur cet aspect matériel du télétravail, à savoir que l'équipement, il va s'ajuster aussi à la quantité de télétravail que je vais pratiquer. Si je suis à 2 jours, 3 jours semaine, bien évidemment, il faut que je sois bien à mon poste, que j'ai un poste équipé. Mais si c'est une journée de temps en temps et pas toutes les semaines, là, on peut se permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus léger en termes d'équipement. Peut-être qu'on va travailler une bonne partie du temps dans son canapé, mais dès lors que ce n'est pas prolongé, répété, normalement, notre corps il devrait pouvoir le tolérer. Je peux être coupable pour le canapé, ça m'arrive. Je pense que ça nous est tous arrivé de temps en temps. C'est confortable aussi, c'est plus détente. Ça peut être intéressant. Évidemment, il ne faut pas prolonger trop longtemps cette posture parce qu'on a mal au dos à la fin de la journée. Je peux aussi témoigner de cette expérience. J'ai une autre question moi, sur les outils, notamment les outils pour travailler à distance. À la Maïf, par exemple, est-ce que vous avez des outils pour organiser le dialogue entre les collaborateurs, garder la convivialité dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'on peut maintenir le lien social à distance? C'est pas facile, mais on utilise Teams pour les visioconférences, pour les réunions, et aussi pour nourrir la discussion. Tout à l'heure, on parlait de l'intérêt et de l'importance des discussions un peu informelles autour de la machine à café, qui réunissent des propos privés, mais aussi professionnels. Le fil Teams a pris le relais. Alors, il n'est peut-être pas aussi parfait, mais il a pris le relais. C'est intéressant de voir l'adaptabilité des collaborateurs qui ont eux-mêmes, car moi, les subtilités de Teams, je les ignorais, voilà. Et eux les maîtrisaient déjà, les plus jeunes en tout cas, et ont créé des fils Teams ou par sujet ou par service, enfin peu importe. Et il y a beaucoup de discussions au travers de ce fil de discussion. Et voilà, je trouve que c'est assez efficace. Est-ce que c'est une nouvelle manière de communiquer? Est-ce que ça remplace ou c'est encore quelque chose de différent? Tout à l'heure, je disais qu'on avait plus de questions que de réponses. Vous avez posé une question, je ne peux pas y répondre. Clairement, je ne suis pas sûr que ça remplace. Je pense que le lien de proximité est toujours important. Là, aujourd'hui, on est dans on a un accord d'entreprise qui permet le télétravail un jour à 12 jours par mois. Il a été signé en juillet 2020. L'entreprise a essayé, pendant cette période un peu compliquée, où on a eu des petites fenêtres météo, où on n'avait plus de contraintes, etc., de limiter le télétravail à 8 jours. Mais à partir du 1er avril 2022, ceux qui le souhaitent, et ils ne sont pas si nombreux d'ailleurs, peuvent choisir un forfait jusqu'à 12 jours. Voilà, on va voir ce que le lien, enfin comment le lien social entre les uns et les autres perdure. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on soit efficace, je le disais tout à l'heure, et pour le faire vivre à distance, via Teams ou autre, et puis aussi pour peut-être renforcer le lien social, profiter de la présence des uns et des autres pour faire plus qu'on ne faisait avant. Puisqu'avant, tout le monde venait au bureau tous les jours, les échanges entre les uns et les autres, c'était acquis. Aujourd'hui, il va peut-être falloir qu'on fasse plus, qu'on organise plus de cafés croissants, enfin de choses comme ça, un petit peu, pour que les gens se rencontrent. Nous, on travaille dans des bureaux individuels, donc si les uns et les autres viennent sur site pour s'enfermer dans leur bureau, ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. Donc, il va falloir que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça bouscule quand même les habitudes managériales, il va falloir qu'on soit assez créatif et qu'on tienne sur la durée pour maintenir et renforcer peut-être le lien entre les uns et les autres en profitant de leur présence au bureau.
Alors, en parlant de présence au bureau, j'ai une question de Bénédicte qui demande si la question du télétravail rencontre des disparités, notamment entre les femmes et les hommes. Je sais qu'il y a encore, malheureusement, dans la société, des disparités sur la répartition parfois des tâches domestiques, d'aller chercher les enfants, etc. J'ai lu beaucoup de choses, moi, pendant le Covid dessus. Est-ce que vous avez rencontré la même chose dans vos organisations respectives? Je ne sais pas qui va intervenir là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Très mauvais parce que moi, 55 salariés, 4 femmes. Donc, c'est pas de ma faute. Je suis vraiment désolé. Quand j'entends parler de parité, 10 ans dans l'entreprise, j'ai peut-être rencontré 2-3 CV de femmes qui se sont perdues un jour, je sais pas pourquoi. Donc, je pourrais pas répondre à cette question-là. Ok. Moi, c'est tout l'inverse. Chez nous, on a peut-être 80-75% de femmes. Voilà. Je ne constate pas plus d'appétit pour le télétravail chez les uns ou chez les autres. C'est bien réparti. Alors après, je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Moi, je peux parler que de mon expérience personnelle. Effectivement, quand je télétravaille, j'ai tendance à faire des activités domestiques que je ne fais évidemment pas. Et d'ailleurs, c'est aussi un des risques, à mon avis, du télétravail, c'est que chaque salarié fasse son travail et en plus accomplisse, après déjeuner, par exemple, très rapidement des activités ménagères qu'il n'aurait pas fait s'il était au bureau, puisqu'il prendrait son temps plutôt avec ses collègues pour déjeuner et prendre un café. Et là, il y a un risque aussi d'accumulation d'activités dans une journée, à mon sens. Alors, je mets un gros point d'interrogation. Est-ce que le télétravail encourage une meilleure répartition des tâches ménagères? Peut-être. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur la question de l'égalité au travail, à travers le télétravail. Nous avons fait, comme à l'ANACT, une consultation des salariés, pour le coup, là, pour avoir leur ressenti sur le télétravail. Alors, au moment du premier confinement, donc, pour recontextualiser, donc c'était au printemps 2020. Et sur la Bretagne, on avait eu 1700 répondants quand même. Et on pouvait effectivement constater dans le traitement des résultats, nous avait fait constater quand même des écarts assez sensibles entre les réponses des hommes et les réponses des femmes, et sur différents aspects, sur les équipements, sur la conciliation vie pro, vie perso, sur les relations managériales, etc. Et sur ces différents aspects, c'était plutôt systématiquement défavorable aux femmes et de façon significative. Donc tout n'est pas rose au royaume du télétravail pour l'égalité. Et donc pour ceux dont le sujet intéresse, je ne le préciserai pas là, mais enfin vous pourrez trouver sur le site de l'ANACT, on a sorti effectivement 10 recommandations sur le lien entre télétravail et égalité professionnelle. Sur la question finalement des tâches qu'on peut faire à la maison, il y a un autre phénomène qu'on observe. Je ne sais pas qui voudra répondre à cette question, mais est-ce qu'on supporte encore d'être sollicité finalement chez soi? C'est une question, vous parliez tout à l'heure des gens qui télétravaillent pour pouvoir être tranquille et faire des travaux de fond. Du coup, est-ce que c'est un temps de déconnexion que d'être en télétravail? Moi, je n'en ai pas la conviction. Je pense que le télétravail pour les collaborateurs, je me posais la question en écoutant tout à l'heure, parce que finalement, on a assez peu la vision des collaborateurs. Mais moi, quand je fais le bilan et que je regarde, je me dis... les employeurs, alors certainement encore plus ceux qui sont dans les grandes villes, ont des gros immeubles de bureaux qui coûtent énormément d'argent. Avec tout ça, ils vont peut-être réussir à les réduire. Globalement, les moyens de contrôle ont été mis en place, les moyens de fonctionner bien ont été mis en place. Donc côté employeur, je vois pas trop le problème, mais quel est le...
je m'interroge sur l'intérêt et ce que recherchent les collaborateurs dans le télétravail. Alors évidemment, quand on a 3 heures de transport tous les jours, enfin, il n'y a pas la question à se poser. Mais dans un contexte où les collaborateurs habitent près du travail, finalement, quelle est la valeur ajoutée d'être en télétravail? Je n'ai pas vraiment la réponse, moi. Je ne l'ai pas trouvée. Alors, on a plusieurs réactions. Là, je vois qu'il y a des petits... Par contre, j'ai vu des dérives quand même. Hein. J'ai vu des dérives en termes... moi, j'ai été très surpris. J'ai vu des collaborateurs qui, quand ils sont au travail, font 35 heures. À midi, on les voit partir. Les mêmes en télétravail, vendredi, samedi, dimanche. On éteint les ordinateurs, ils ne comprennent pas pourquoi. Ça fait vraiment partie des risques qu'il faut encadrer. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le médecin du travail. Du coup, je voulais faire rebondir un petit peu pour avoir ce débat. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Sur cette question, ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure. On a vu une évolution quand même des motivations pour faire du télétravail. Je parlais que les motivations avant la crise sanitaire, c'était beaucoup tourné. Quand on interrogeait les gens, c'était beaucoup autour de la question de conciliation vie pro, vie perso, et puis la question d'être tranquille pour exécuter certaines tâches qui demandent de la concentration. Quand on interroge les gens maintenant, moi j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de suivi et d'entretien auprès d'entreprises que j'ai pu accompagner pour organiser le télétravail. Et on perçoit une évolution. Quand on interroge les gens, ils nous disent aujourd'hui, c'est pour, non plus sur beaucoup moins sur la conciliation, mais beaucoup sur la question de limiter les trajets domicile-travail. Beaucoup. Alors, sur des questions de temps, mais la question du coût va prendre le relais, évidemment. Et puis, l'autre question qui renvoie un petit peu, l'autre aspect qui renvoie vraiment directement à votre question, et là aussi, on peut voir ça comme un petit paradoxe, c'est pour faire des réunions en visio. Pour faire des réunions en visio. Alors à la Maïf, je vois que les collaborateurs ont chacun leur bureau, mais il faut savoir que dans beaucoup de lieux de travail aujourd'hui, les bureaux sont partagés. Or, la visio est devenue effectivement la visioconférence, les réunions, les bureaux sont devenus autant de salles les bureaux, oui, sont devenus autant de salles de réunion collectives potentielles par la visio. Et lorsque vous êtes à 2 ou 3 par bureau, des visios, c'est pas possible, quoi. Et donc, les personnes ont tendance à être chez elles pour faire à aller chez elles pour faire les visios. Et là aussi, ça renvoie à ça interroge sur les locaux de travail, les agencements des locaux de travail. On voit bien que ça peut avoir effectivement des impacts. Alors on voit que l'évolution, elle est pas terminée. On arrive presque à la fin parce qu'on m'a confié une tâche difficile que celle de terminer la réunion, cette conférence à 20h. Donc je vais essayer de garder le temps. J'ai une dernière question. Je voulais ouvrir sur un petit chiffre que j'ai trouvé selon Opinionway en 2021. Donc ils avaient interrogé des salariés. Un salarié sur 3 préférerait démissionner plutôt que de renoncer au télétravail. Donc c'est a priori plutôt les salariés de la Maïf. Et on frôle les 60% chez les moins de 35 ans. Donc je ne sais pas si ça amène une petite réflexion de votre part, très rapide. Hein. Quand j'entends ça, et ça reboucle avec la question d'avant, dès lors, à mon sens, qu'on a des salariés qui veulent beaucoup être en télétravail, alors il y a les notions de coût, de trajet, mais dès lors que l'argument pour être concentré, pour ne pas être dérangé, arrive, peut-être se demander qu'est-ce qui fait que mon salarié, dans son activité, il est autant interrompu dans ses tâches. Parce que clairement, nous, sur le terrain, moi, j'ai pu observer des glissements, des fois, dans les tâches, en se disant, si je suis en télétravail, je ne veux pas être dérangé, donc je me mets en off.
Sauf qu'une partie de mon travail, c'est peut-être d'être en réponse à certains de mes collègues, donc d'être en partie dérangé, ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas des interruptions, c'est vraiment mes missions. Donc voilà, il y a peut-être cette question-là à se poser aussi, pourquoi ils recherchent cette tranquillité ou cette concentration. Je voudrais apporter un point de précision quand même sur à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce qu'on tolère d'être dérangé autant à domicile. Il faut recontextualiser quand même que ce qui lie un salarié à un employeur, c'est quand même un contrat de travail. Et que par conséquent, qu'on travaille en entreprise, à domicile ou dans un tiers-lieu, on doit pouvoir être joignable aussi facilement que quand on est au bureau. Donc c'est là où moi je me mets un petit peu parfois en discordance par rapport au discours qu'on peut avoir en la matière. On a des plages horaires avec, voilà, en tant que salarié, on a des droits, mais on a aussi des devoirs envers l'employeur. Donc c'est vrai que, et je peux comprendre les difficultés sur un collectif dès lors qu'il y a un salarié qui essaye de joindre son collègue en télétravail et qu'il ne répond pas. Parce qu'après, c'est soumis à un tas d'interprétations, de représentations sur ce que le salarié fait vraiment à domicile. Donc voilà, je voulais juste recontextualiser cela. Allez-y, c'est le dernier mot. Qui est encore une troisième, c'est est-ce que les gens qui ont généralisé le télétravail ont interrogé la satisfaction du client? Parce que moi, en ce qui me concerne, ma perception de certains de mes fournisseurs sur le télétravail est quand même une sacrée dégradation du rendu client. Et ça, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont un petit peu oublié de s'interroger dessus. Parce que quand vous appelez un fournisseur et que ou vous n'avez pas les gens au travail au bout du fil, ou vous avez les enfants qui crient derrière, ou la perception du client, moi je ne suis pas concerné par ça. Mais beaucoup de métiers de service, entre autres, moi, je trouve quand même qu'il y a des vraies questions à se poser. Des durées de signature de contrat, d'émission de contrat qui se sont étendues dans le temps de façon surprenante. Je dois malheureusement jouer mon rôle et vous dire que c'était le dernier mot qui clôture notre conférence. Je vous invite, alors c'était intéressant parce que je tiens à remercier vraiment tout le monde et les gens qui ont posé des questions en ligne, tous vos témoignages qui étaient vraiment très enrichissants et qui reflètent aussi le travail que vous avez fait dans cette enquête, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de l'AST35. Vous pouvez aussi retrouver les prochains événements organisés par l'AST35 en lien avec l'avenir du travail. Il y a beaucoup de questions prospectives qui ne sont pas tranchées, comme on a dit ce soir. Je pense qu'on a posé plus de questions qu'on a répondu à des réponses, mais c'est aussi ça qui fait la richesse des organisations de travail en perpétuel mouvement. Et donc, je tiens à vous remercier. Vous pouvez retrouver le replay et le partager sur le site de l'AST35. Très bonne soirée.